Je voudrais reparler de Grothendieck. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et aujourd'hui, enfin ces jours-ci, paraissent ces volumes qui s'intitulent Récoltes et semailles. Un manuscrit que j'avais depuis quelques dizaines d'années quand il ne trouvait pas d'éditeur et que j'avais donc pas mal parcouru. Et plusieurs choses sont frappantes. D'abord sur la question de la reconnaissance qui prend beaucoup de place dans ce livre où il se plaint à plusieurs reprises d'être méconnu, d'être délaissé, abandonné par des disciples qu'il a formés, qu'il a nourris, qu'il a initiés à la topologie algébrique et à d'autres domaines. Et c'est frappant parce que bien sûr avec le temps, il est de plus en plus reconnu, mais il l'était déjà. Mais ce qui m'avait touché à l'époque et qui m'interpelle encore aujourd'hui, c'est comment des êtres reconnus et connus sont encore et toujours frustrés de reconnaissance. Et bien sûr, des stars illustrent bien ce phénomène. Une star médiatique quelconque est reconnue et généralement elles se plaignent d'être carrément censurées, d'être écartées des médias. C'est très amusant. Mais pour revenir au champ plus sérieux de la mathématique, il est clair qu'il est nommé, connu et reconnu, mais il considérait que quand même on l'avait trahi. Bien sûr, ça exprime des éléments vrais, c'est-à-dire que lui-même abandonnait son champ de recherche, abandonnait la recherche mathématique, et c'est comme si il voulait, tout en l'abandonnant, y être encore, sans y être. Moi, à l'époque, j'écrivais sur certaines pièces de Shakespeare, notamment Le Roi Lear, qui abandonne son royaume, qui le cède à ses filles, et qui est indigné qu'on ne lui marque pas le même respect que lorsqu'il était roi. Et donc il y a une rupture qui n'est pas assumée par le sujet lui-même. Et bon, il n'y a pas à en juger, c'est un phénomène humain qui bien sûr renvoie à un manque radical de reconnaissance dans son plus jeune âge et dans l'enfance. Et c'est quelqu'un qui a été dans les camps pour réfugiés politiques dans le sud de la France, et réfugiés où on faisait des tris pour les expédier à Auschwitz, puisque son père était juif. Et c'est quelqu'un qui a rencontré son père, qui était un combattant de la guerre d'Espagne, un anarchiste, un homme de conviction. Il l'a rencontré dans la situation où il était emprisonné, ce qui est une humiliation terrible pour un fils de rencontrer son père prisonnier comme un malfaiteur, alors qu'il en avait l'idée plus digne, voire plus héroïque. Donc, il y a un trou
dans la reconnaissance qui est irréparable et qui revient plus tard dans la vie comme une revendication pas assez reconnue, et du coup une mise en question de la recherche elle-même. Alors, c'était une question pathétique. Allons-nous continuer à faire la recherche mathématique? Et pourquoi faire de la recherche mathématique? Et les réponses qu'il apporte ou qu'on lui a apportées sont bizarrement lacunaires. Pourquoi la recherche mathématique? Eh bien, c'est bien au-delà du plaisir qu'elle procure à ceux qui la font. Et c'est au-delà du principe de plaisir. C'est qu'il y a une entité. En physique, c'est visible, c'est la nature. Il y a des phénomènes dans la nature qui nous questionnent, qui nous interpellent, et l'homme est sensible à des questions qui lui viennent de plus haut que lui, de plus loin que lui, et de la nature infinie. Et donc, il veut tenter d'y répondre, il veut comprendre. Il y a une impulsion, une pulsion à vouloir comprendre qui est indestructible, qui est peut-être fondatrice de l'humain. Et en mathématiques, c'est pas la nature, c'est une autre nature. Bien sûr, ça recoupe la nature. Il y a des phénomènes physiques, ne serait-ce que l'écoulement des liquides, qui impliquent des équations qu'on ne sait toujours pas résoudre. Donc, il y a des phénomènes naturels qui nous interpellent pour qu'on puisse leur donner une formulation mathématique. Et une bonne partie de la recherche mathématique recoupe ces phénomènes, et une autre partie qui n'est pas d'emblée ancrée dans les phénomènes naturels et a sa réalité propre. C'est des paroles, des lettres, des écritures, du langage. La mathématique, c'est une entité vivante, c'est un corps vivant que on voudrait connaître et qui pose des questions auxquelles on aimerait répondre, qu'on essaie de reformuler. Donc c'est un corps de jouissance énigmatique. Il est normal et inévitable que ça attire des gens pour mieux le connaître, pour dialoguer avec, quel que soit leur état mental. Une fois qu'ils se sont engagés dans ce dialogue, il peut devenir éprouvant, harassant, épuisant, affolant. Mais la racine, la motivation de ce dialogue, elle est proprement humaine. C'est que l'homme est pas un animal, c'est pas la peine de le rappeler, est un être d'énigme, un être de questionnement, un être qui peut être séduit, c'est-à-dire arraché à lui-même lorsqu'une énigme est assez forte pour le défier, pour l'interpeller. L'homme est sensible aux questions et qui deviennent des demandes, bien sûr qu'il peut prendre plus ou moins névrotiquement, mais qui sont des demandes qui lui viennent d'une entité assez pure qui est le langage mathématique, les structures mathématiques. Et donc, ça va de soi que ça ne peut pas être arrêté, que ça n'a pas de limite, que c'est impossible à arrêter. Vous imaginez, ça sera arrêté le jour où on donnera la dernière réponse à la dernière question. Mais évidemment, ce jour n'arrivera jamais. Il n'y a pas de dernière question. Il y en a une infinité qui se renouvelle à mesure qu'on y répond. Voilà pourquoi sa question était naïve, mais c'est qu'il avait déjà une réponse, et l'inquiétude sur le mode de vie des scientifiques, l'inquiétude sur la situation planétaire,
inquiétude qui a pris chez lui des proportions énormes, en même temps que lui revenait son passé archaïque premier, à savoir le fait qu'il était dans un camp de concentration et que des proches, notamment le plus proche, son père, à côté de sa mère, que son père y avait fini. Et donc on a découvert dans ses papiers qu'à la fin de sa vie, il recopiait les mémoriaux de la déportation, le mémorial de Paris, le mémorial allemand, avec les noms, les prénoms des déportés, leur âge, leur date de naissance, et il essayait même, semble-t-il, de structurer ce magma, cette masse, ce paquet de noms, de les structurer avec une certaine logique mathématique, de rebâtir des familles, de construire des liens. Et ça là, complètement, ça a été une de ses idées fixes à la fin, en même temps que la question écologique. Et c'est très émouvant parce que c'est quelqu'un, enfin quand je l'ai fréquenté, on ne parlait jamais ni de la Shoah bien sûr, ni même de la judéité. Moi je ne savais pas qu'il était juif et j'ai travaillé avec des matheux qui ne disaient jamais qu'ils étaient juifs ou qu'un de leurs parents avait été déporté. Autrement dit, on peut dire que la réponse à cette question, pourquoi on n'en parlait pas, la réponse de Simone Veil est très insuffisante. Et elle disait, on n'en parlait pas parce qu'on sentait qu'on ne serait pas compris. Mais je crois dans son cas, il n'avait pas été déporté et il n'était pas question qu'il soit compris ou incompris. Je crois que lui-même était loin de cette question. Et quand elle a émergé, car c'est vers la fin que les questions qu'on a totalement refoulées émergent, eh bien, voilà, ça devient une idée fixe, et alors qu'on est dans un état assez démuni. On ne sait pas quoi en faire de cette idée fixe. Et j'ai la certitude aussi, par témoignage, qu'il n'en parlait pas à ses enfants. Que ses enfants ont eu une petite allusion sur son passage dans un camp dans le sud de la France, mais sans plus. Autrement dit, le refoulement était réel et sincère, et je dirais qu'on a commencé à en parler, non pas à la génération suivante, mais à la suivante, c'est les petits-enfants. On en parle finalement depuis que la question de l'identité s'est renouvelée, s'est réimposée comme essentielle. Je dirais qu'on doit ça aussi aux migrants, aux immigrés, même si les réactions identitaires ne sont pas toujours d'une grande dignité, mais c'est un fait que la présence massive d'étrangers a amené la question identitaire à être davantage pratiquée. En tout cas, Grothendieck est revenu à son identité juive, dont il ne savait pas quoi faire, mais il en a été obsédé vers la fin alors qu'il n'en avait jamais parlé. Et qu'il n'était pas un rescapé de la Shoah, même s'il avait, comme beaucoup, été atteint par son père et par son enfance. Autrement dit, c'est une grande leçon sur
sur le refoulement, sur le rapport à soi-même, et qui l'a sans doute bouleversé et un peu pétrifié vers la fin. Il n'avait plus comme interlocuteur que sa propre écriture, où il a fait aussi des mathématiques, mais où il était encombré, voire écrasé par ces deux questions, l'écologie, l'ingratitude inhérente à la transmission. Et ça, c'est un phénomène qu'il a eu beaucoup de mal à digérer. Il y a une ingratitude, il y a une ambivalence quand on transmet quelque chose. Ceux à qui on transmet vous aiment et en même temps s'impatientent que vous alliez sur la touche pour leur laisser un peu la place. Et puis, donc la question de l'ingratitude, la question écologique et la question de l'extermination qui a pointé d'une certaine façon dans son questionnement pourquoi la recherche mathématique, elle a pointé sous la forme quelle vie ça donne, quelle sorte de rapport humain ça donne. Et là, voilà, si on posait la question à un peintre, est-ce qu'il faut encore continuer à peindre? Mais c'est clair que ça n'a même pas à être posé. La peinture est une pratique énigmatique, séduisante, attirante, interpellante, qui interpellera toujours des gens qui voudront la rencontrer et qui, s'ils sont surpris par leur don, voudront l'approfondir et deviennent des peintres. Et autrement dit, la pratique créatrice n'est pas programmable et réglable par des considérations générales sur quelle vie on mène. Eh ben, on mène la vie qu'on mène du moment qu'on est accroché par ce qui nous fait plaisir et dont on espère que ça nous aime un peu.